Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Laurent Roland Tonekes, l'actualité du moment, j'ai envie de dire, consacrée à l'actualité au Parlement. On en parle depuis quelques jours. La relecture notamment du code électoral, hein, les quotidiens en parlent sous plusieurs formes. Matin Libre, par exemple, affiche vote d'un nouveau code électoral. Un État parti se profile. Sosa fera-t-il comme Diobrinou? Oui, je crois que Dorothée Sosa, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, est face à ses responsabilités. Et ces responsabilités sont assez historiques, j'ai juste tenté de dire, parce que quand on voit le code qui a été révisé à l'Assemblée nationale et qui sera utilisé, certainement, ce qui est prévu pour être utilisé pour les élections générales de 2026, je crois qu'il y a matière à se poser mille et une questions. Dorothée Sosa fera-t-il comme Diobrinou? Le quotidien fait bien de poser la question. Parce que nous avons très bien vu que sous Diobrinou, les lois passaient comme des lettres à la poste. En en moins d'une journée, parfois, on déclarait conforme à la Constitution les lois, et puis après, c'était promulgué par qui de droit. Alors, est-ce que ces lois qui ont été votées à l'époque ne souffrent pas d'insuffisance? Eh bien oui, nous y sommes aujourd'hui. Et c'est malheureusement le même président de la Cour constitutionnelle à l'époque, Joseph Diobrinou, qui a déclaré la conformité de ces lois avec la Constitution, qui a pris son bâton de pèlerin, qui se promène de commune en commune pour aller demander, pour présenter le bien fondé de cette révision du code électoral ou de cette constitution. Je crois qu'il y a matière à se poser mille questions. Et donc, Dorothée Sosa aujourd'hui doit d'abord prendre tout son temps, essayer de lire et relire ce code électoral voté, adopté par les députés à l'Assemblée nationale et se rendre compte que oui, il faut carrément leur retourner ce travail-là et qu'ils le fassent à nouveau. Alors, vous savez, la Cour constitutionnelle déjà avait dit en 2021 que le parrainage est libre et que le député ou l'élu a le choix de parrainer le candidat qu'il veut. Mais dans ce code électoral, maintenant, c'est que l'élu n'a pas le choix d'aller, comment vous appelez, parrainer un autre candidat, un candidat autre que celui de sa formation politique. Je l'ai dit hier, je le redis ce matin, c'est une forme d'instrumentalisation de l'élu politique. Et puis après, j'ai vu le problème de ce pays, c'est les cadres, c'est les intellectuels. Et je le dis parce que quand je lis à la une de, je crois, c'est Kaskiani ou quoi, Gilles Goï, qui dit que ce code électoral n'est pas chrysogène. Oui, c'est écrit à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal, que ce code électoral n'est pas chrysogène. Je pense que les cadres de ce pays, c'est eux qui envoient les politiques à nous créer des soucis. Parce que quand on lit bien le code, si on veut être honnête, même ceux qui l'ont voté, je le dis, je sais que parmi ceux qui ont voté pour ce code électoral, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais juste parce que, craignant les représailles ou un certain nombre de choses, ils ont dû faire du conformisme à la limite. Vous pensez que c'est de conformisme qu'il s'agit ici, instrumentalisation finalement? Oui, il y a des gens qui savent très bien que ce qu'ils ont voté là, c'est chrysogène. Et non seulement c'est chrysogène, c'est que ça peut leur créer des problèmes dans l'avenir. Mais le problème, c'est que n'oubliez pas que ce vote a été précédé d'une rencontre assez houleuse. Et donc, au cours de cette rencontre, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui a été fait pour que les gens, peut-être suffisamment, se ravissent dans une certaine mesure et rentrent dans les rangs en attendant? Mais je sais une chose, je l'ai dit hier, des députés, peut-être, ont voté pour éviter que le chef les interpelle pour dire « encore vous ». Maintenant, ils savent très bien que peut-être, normalement, le dernier recours, c'est la Cour constitutionnelle et que la Cour devrait casser ça. Parce que rien que sur la question du parrainage, la Cour devrait casser ça et renvoyer ça aux députés pour dire « allez me revoir ça ». Pourquoi? Parce que l'élu est libre de choisir. Ce n'est pas parce que je suis d'une formation politique et que de l'autre côté, si la personne estime que mon projet de société, ce que j'offre est bon, il ne peut pas venir me soutenir. Ça veut dire qu'en réalité, quoi, quand Matéli parle d'État parti, ça veut dire qu'on veut nous instaurer un parti unique qui prendra les commandes de tout ce qui va se passer au Bénin. Ça ne marchera pas, ce n'est pas bon. Oui, mais quand on sait que justement la réforme du système partisan a pour objectif principal de concourir
à l'érection, j'ai envie de dire, de grands ensembles. Est-ce que finalement, oui, on n'est pas dans cette même logique par rapport à ce nouveau code électoral? Surtout qu'il faut préciser que, alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises Tous ceux qui dans ce nouveau code électoral, mais tout ceci, si les prochaines étapes sont passées raisonnablement, disposera pour les élections générales de 2026. Tous ceux qui parlent de code de système parti renforcé avec ce code-là sont dans du dilatoire. C'est-à-dire? Ils savent très bien que ce qu'ils disent là, ça ne tient pas. Oui. Le code électoral, la réforme du système partisan, oui, ce n'est pas les contraintes, les mesures, les dispositions pour contraindre les gens à faire la volonté d'un groupe ou d'une minorité qui est le problème. C'est d'amener les gens à avoir une conviction, oui, et de se mettre ensemble pour des objectifs précis, oui, avec une idéologie très claire. Oui. Dites-moi, les formations qui chantent le renforcement du système partisan, je sais quoi, oui, je dis là, quelle est leur idéologie? Oui. Combien sont-ils à défendre véritablement une idéologie? Combien sont-ils ensemble par conviction et non pas intérêt? Oui. Faisons le débat terre à terre. Alors, moi, je pense que... Vous avez parlé de minorité, sauf qu'au Parlement, ce n'est pas la minorité qui a imposé... Non, quand je dis minorité, je ne rentre pas dans les détails de minorité. C'est le jeu politique, non, je ne rentre pas dans les détails de minorité parlementaire, majorité parlementaire. Je rentre dans le détail de la minorité qui nous gouverne, qui pense qu'en réalité, ce qu'eux, ils pensent, c'est valable pour 13 millions de Béninois. C'est de ça que je parle. Sauf que les 13 millions de Béninois sont représentés à l'Assemblée nationale, Laurent Roland-Tonekes, et à l'Assemblée nationale. Le vote a été fait à l'unanimité. Les députés représentent le peuple. Non, pas l'unanimité, pardon, rectifier. C'est le jeu politique, oui, mais ce n'est pas l'unanimité, oui, rectifions. Oui. Pour dire quoi? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale qui représentent le peuple. Oui. Mais sont-ils conscients qu'ils représentent véritablement un peuple? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça, c'est une paire de manches. Oui. Mais la réalité est là. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont à l'Assemblée nationale qui se prennent peut-être pour être le représentant d'un pouvoir en place, plutôt que d'être représentant du peuple et de prendre fait et cause pour les problèmes du peuple, de poser des questions orales au gouvernement, notamment sur les questions de travail, de vie des populations dans une certaine mesure. Donc, j'estime que oui, représentant du peuple, mais à quel prix, à quel degré? Représentant du peuple amendé par le peuple justement pour eh bien, opérer en son nom, et les députés ont justement opéré, surtout que eh bien, au travers de ce code, même des préoccupations de partis d'opposition, le seul d'ailleurs représenté donc, au Parlement, je parlais des démocrates, eh bien, a été pris en compte, celui concernant notamment la caution. Ben, elle a été revue à la baisse. Mais non, mais ça elle a été revue à la baisse. Ça, tout le monde est unanime sur le fait que sur la caution, il faut revoir. Donc c'est quand même une manière aussi de contenter. Ouais, non, en réalité, c'est ce que recherchent les députés de la mouvance présidentielle. Qu'on dise qu'ils ont pris une disposition en compte pour les partis démocrates. Si c'est la caution, c'est pas ça le problème. Il y a deux dispositions qu'on peut... Par exemple, quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut avoir 20% dans la circonscription électorale avant de lever des sièges dans une certaine mesure, alors quelqu'un a posé la question... justement. Non, quelqu'un a posé la question... C'est un partisan. Quelqu'un a posé la question hier, je crois sur les réseaux, pour demander si le parti UP se rappelle des élections législatives de 2023 à Cotonou, tout au moins. Ben oui, c'est justement une preuve. C'est justement une preuve que ce n'est pas de l'exclusion finalement, parce que ces lois, elles s'appliquent à toutes les formations politiques. Ces lois s'appliquent à toutes les formations politiques. Et c'est un bel exemple, justement. Ce que vous ne savez pas, c'est parce qu'ils se disent que dans la plus grande partie, dans le plus grand nombre des circonscriptions électorales, ils ont réussi à avoir la majorité dans une certaine mesure et que les autres ont eu un député. En fait, c'est une manière d'empêcher les autres d'avoir des élus dans les autres circonscriptions électorales. Quitte à ce que, même si les autres peuvent contrôler juste les grandes capitales, eux autres, ils sont conscients. En fait, le problème, c'est que... Ça, c'est si on voit la chose sous cet angle de vue. Mais on va voir, on analyse quand même. Oui, on analyse parce que les lois, en définitive, reconnaissez-le, s'appliquent à toutes les formations politiques. Moi, je pense et on sait tous que c'est pas évident, justement, pour que ce soit le Renouveau ou le BR, d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi la possibilité, si je ne m'abuse, dans ce nouveau code électoral, ce qui est appelé accord de gouvernance, pour que justement au niveau de ces circonscriptions, si à un moment donné on se rend compte qu'il n'y a pas 20%, on puisse s'entendre pour lever quand même un siège. Justement, ça aussi, là, un autre problème. Quand les gens se sentiront en difficulté, ils vous brandiront l'accord de gouvernance pour pouvoir contrôler, prendre le devant. Ce que je veux dire simplement, c'est quoi? Vous savez, ce code électoral, même si la Cour sociale validait que ça passait, ce n'est pas encore un problème. Mais je voudrais rappeler peut-être aux gouvernants que
Adeline Bouedji, au perchoir de l'Assemblée nationale dans ce pays, on lui a rappelé on l'a interpellé pour lui dire les 5%, les 10% dont on parlait là. Je crois que c'est Alagwe qui dit, il y en a Rouermont, il lui a dit ça. Mais je crois qu'il a été victime de cette affaire de 10%. Au point où il a été obligé de se fondre dans l'Union pour le renouveau. Donc tous ceux qui sont là, qui pensent aujourd'hui que oui, peut-être que nous avons eu 37% des suffrages exprimés en 2023 et que par conséquent, nous avons dit à 20% et que dans certaines circonscriptions électorales, nous avons pu avoir la majorité. Le problème ne se pose pas là. Toutes les élections ne se ressemblent pas. À un moment donné, il se peut qu'en 2026, qu'ils ne réussissent même pas à avoir 10% ou 15% dans certaines mesures. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je pense, et je le dis toujours, la loi dispose pour l'avenir. Quand vous voulez voter des lois qui règlent un problème, d'accord, maintenant, mais qui règlent le problème pour l'avenir et pour toujours. Je crois que quelqu'un disait il y a quelques jours ici que, oui, en réalité, il y a une focalisation sur 2026. Alors qu'en réalité, le bénéfice existera après 2026. Si nous votons des lois pour régler les problèmes de 2026, qu'en serait-il pour 2031? Devons-nous alors retourner encore à l'Assemblée nationale pour modifier le code électoral ou demander à réviser la Constitution pour 2031, 2036? C'est autant de questions qu'on doit se poser. En l'état, qu'est-ce qui justifie de ce que tout ce qui est mis dans ce code électoral est mis en fonction de 2026? Ce débat, si c'est une question. On le fait dans un plateau spécial. Je vous montrerai que ce qui est en train d'être fait là, on règle un problème de 2026. Vous pensez qu'il y aura d'autres problèmes après? On met des dispositions pour affaiblir des gens pour 2026. D'accord? Et éventuellement. Mais qui affaiblit qui? Puisque les lois s'appliquent à tout le monde. Je ne sais pas. Puisque les lois s'appliquent à tout le monde. Je ne sais pas qui affaiblit qui. Mais de toute façon, les béninois là sont là pour aviser, pour tirer les conclusions. Moi, je fais une analyse de la situation. Les gens vont apprécier, tirer les conclusions essentielles. Mais je sais que ce code électoral règle des problèmes pour 2026 et va en créer pour 2031. Attends, prenons rendez-vous. C'est une prophétie que vous faites, monsieur le pasteur? Ce n'est pas une prophétie, c'est une évidence. Une évidence pour vous. Allez, on va poursuivre. Laurent Roland Tonné-Ikesse. D'ailleurs, c'est un sujet en tout cas qui agite beaucoup la toile. Et dans la suite de Matin Eden de ce jour, on va faire une nouvelle expérience avec Grâce Avalibé qui nous rejoindra en plateau pour nous dire justement quelles sont les réactions des internautes par rapport à ce fait d'actualité et beaucoup d'autres faits d'actualité. Donc prenez le rendez-vous tout à l'heure. Peut-être qu'on le fera avec vous en plateau. Laurent Roland Tonné-Ikesse. En attendant, avec le quotidien Matin Libre, on va poursuivre. Matin Libre qui parle également, dans sa parution de ce jour, du drame des serveuses de bar traîtres des personnes au Bénin. Laurent. Oui, j'ai soulevé ce problème une fois. Je pense que les serveuses, on doit pouvoir mettre des dispositions en place pour les sécuriser, les protéger. Les protéger parce que ce qui se passe avec les serveuses aujourd'hui dépasse l'entendement. D'abord, déjà, il y a le harcèlement. Il y a cette forme de chosification des serveuses. Quelqu'un, un cul d'âme, arrive à trouver un petit 5 000 francs dans la poche, vient s'asseoir dans un bar, prend une petite bière, et c'est lui qui pense qu'il peut toucher les seins ou les fesses de la serveuse parce qu'il estime que la serveuse est à son service. Je crois qu'il faut commencer par régler ce problème. Maintenant, au-delà de ça aussi, les problèmes, les situations dans lesquelles vivent les serveuses les amènent parfois à se jeter dans les bras des premiers venus, lesquels premiers venus ne sont pas toujours de bonne foi. C'est très important. Et je pense qu'il faut trouver un mécanisme pour encadrer ce métier au Bénin, parce que ce métier, depuis la nuit des temps, n'est pas encadré. N'importe qui peut venir faire ce travail de serveuse dans une certaine mesure. N'importe qui peut se retrouver en difficulté, en tout cas dans cette situation. Et puis, malheureusement, personne pour les aider. Et j'estime fondamentalement que c'est plus que jamais le moment pour les gouvernants. On vote beaucoup de lois, on vote des lois sur le harcèlement sexuel, mais il faut mettre dans cette loi des dispositions pratiques qui encouragent, qui protègent les serveuses et qui encouragent d'autres filles à aller faire ça, peut-être pour travailler, pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un mauvais métier en réalité, c'est parce que les conditions dans lesquelles les filles travaillent, et vous imaginez que les filles travaillent toute une journée, toute une nuit, et on va leur payer 25 000 francs ou 20 000 francs. C'est le salaire qui est prévu. Donc, c'est une exploitation de l'homme par l'homme, comme on le dit, comme on l'a appris au primaire. Donc, c'est de la traite des personnes. Il faut travailler à réduire ça. Vous avez un bar, vous voyez les gens du grand bar, les services sont là, c'est 20 000 francs par mois, et puis c'est peut-être à cause d'un verre cassé, on la renvoie comme une malpropre dans une certaine mesure. Il faut trouver le mécanisme pour les encadrer. Et je dis une chose, il y a aussi
ceux-là qui sont promoteurs de bars, qui ont transformé ces bars, cette activité en proxénétisme. En réalité, ses amis viennent là et puis se partagent les serveuses. Et si tu n'es pas d'accord... Instruction parfois du patron. Du patron, hein, et si tu n'es pas d'accord, c'est des représailles. si tu n'es pas d'accord, on te vire. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que les serveuses, il y en a que je connais qui vous diront que les serveuses ne font pas plus de 3 mois chez eux. 3 mois après, il faut trouver le mécanisme. Oui, parce qu'il faut pouvoir nourrir les yeux et les appétits sexuels des clients. Des clients. Non, mais écoutez, ce n'est pas des objets sexuels. Il faut travailler, il faut avoir leur consentement dans une certaine mesure. Il faut cesser de les justifier. Il faut faire en sorte que, tel que ça se fait dans d'autres pays également, moi je pense qu'il faut instaurer le pourboire obligatoire pour les serveuses. Parce que quand tu viens t'asseoir et que tu viens là, la serveuse te sert, elle est peut-être à 20 000 francs et que c'est toi aussi qui veux lui manquer de respect, à la limite, il faut exiger un pourboire pour les serveuses pour leur permettre d'avoir une certaine... comment dire, un revenu assez conséquent dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à cela. Et j'interpelle les députés qui savent très bien voter les lois, de se pencher sur la question. Et s'il y a des intellectuels, il n'y a pas fait le droit, s'il y a des gens qui ont fait le droit, qui peuvent faire des propositions et soumettre aux députés, je crois que ce serait bien pour ces jeunes sœurs, ces sœurs qui travaillent dans les bars et qui sont à la limite comme ne sont pas du tout respectées par certains. Allez, autre fait d'actualité, Laurent Roland Toninquès, avec l'emblème du jour, la FSN CSTB maintient la grève dès ce jour. Nous parlons éducation. Oui, et puis les AME. Les AME, voilà, jouent la carte de la prudence, hein, selon Fraternité. C'est normal, parce que quand vous savez que des AME avaient fait une grève et qu'ils avaient été simplement sortis du lot dans une certaine mesure, et que vous savez que vous n'avez pas d'autres issues dans le pays et que vous devez manger, vous avez des difficultés, beaucoup de problèmes, ça vous contraint parfois à rester silencieux, à ne pas réagir. Bon, si c'est le cas, je pense que oui, c'est vrai que c'est une attitude assez prudente de rester dans son coin et laisser ceux qui sont des agents permanents de l'État prendre le devant. Encore que, ils n'ont pas plus de 10 jours pour se faire entendre. Au-delà de 10 jours, s'ils ne sont pas entendus, ils sont obligés de reprendre le chemin de l'école, malheureusement. Donc, j'estime fondamentalement. Mais j'interpelle le gouvernement sur la nécessité d'écouter les travailleurs, d'écouter les enseignants, d'écouter les AME pour améliorer leur situation, leurs conditions de vie. On continue de nommer des gens en conseil des ministres qui sont bien payés, on connaît bien comment ça se passe les salaires. On sait très bien que si c'est, je ne sais pas si c'est parce que les démocrates ont attaqué cette volonté de nommer des ministres conseillers devant la Cour qui a fait qu'on n'a pas encore nommé les ministres conseillers. Mais si on a voulu nommer des ministres conseillers qui vont s'ajouter aux ministres que nous avons, c'est des gens qui seront payés, il y a un salaire. Ce n'est pas les gens à qui on va donner 200 000, 300 000, 500 000. Je sais très bien que ça va être au-delà de ça. Donc, si on a de l'argent pour ces trucs-là, on doit pouvoir se travailler, avoir des moyens pour répondre aux doléances, aux revendications des travailleurs, notamment des enseignants. Et j'insiste là-dessus, les enseignants doivent pouvoir occuper une place assez importante dans l'appareil d'État, c'est-à-dire dans les grandes décisions. Ils doivent constituer, d'abord, dans notre loi fondamentale, c'est bien écrit, l'éducation est la priorité des priorités. Donc, dans une certaine mesure, quand on dit que c'est la priorité et que dans les faits, on constate que pour autant, il y a des problèmes qu'on ne règle pas depuis des années, il y a matière à se poser mille et une questions. Et donc, les gouvernants qui nous suivent ce matin ont intérêt à prendre au sérieux les revendications des travailleurs. Ils sont réduits à 10 jours de grève au cours de l'année. Depuis 2016, ils n'ont plus fait pour autant de grève dans une certaine mesure. Mais travaillons au moins, si nous empêchons les gens de dénoncer, de faire des revendications, quand même travaillons en amont ou bien en aval, à régler les problèmes, c'est très important. Un métier en tout cas donc de ce mouvement d'humeur, hein, malgré la rencontre avec les ministres. Un mouvement qui démarre donc ce jour, mouvement qu'on suivra avec attention et on en reparlera en plateau. Laurent Roland Toninquès, on reste avec le quotidien les 4 vérités qui nous emmène en conseil des ministres. Le kit de réception de la TNT cédé à 5 000 au lieu de 18 000 francs CFA. Laurent. Oui, c'est très important, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? 18 000, qui vous souvenez que quand TNT a quitté le bouquet Strong, et quand les gens t'interpellent dans la circulation, tu leur dis TNT, ils te demandent c'est combien, tu dis 18 000, tu dis mais j'avais dit à Strong, j'ai dit acheter ça, pourquoi je vais encore acheter un autre décodeur à 18 000 donc là maintenant c'est à 5 000 francs, je pense que 5 000 francs, c'est relativement raisonnable, tout le monde. Comme quelqu'un le disait hier, ceux qui sont patients sont toujours heureux. Oui, la patience est un chemin d'or. Ah bon, oui. À condition que
la patience ne dorme pas sur le chemin. Voilà. Donc, moi, je pense que, non, je crois que oui, c'est une bonne nouvelle, mais aussi, comme le gouvernement subventionne la TNT maintenant, c'est une bonne chose. Pensez, s'il vous plaît, à subventionner, à mettre en place un mécanisme de distribution des casques subventionnés également. Pourquoi pas? Allez, Laurent Roland, Toné, Nikes, on va poursuivre et finir par deux petits sujets. Il y en a un dont j'aurais voulu qu'on parle, mais allez, sur lesquels on reviendra peut-être un autre jour. En attendant, intéressons-nous à la une du quotidien. Je pense que c'est Daibi qui écrit « Facilité accordée pour l'enlèvement des marchandises destinées au Niger, au port autonome de Cotonou. Le Bénin fait les yeux d'où au Niger ?» Oui, nous sommes dans une position où il faut faire des yeux doux au Niger. Avec la diplomatie qui malheureusement a montré ses limites, qui a échoué, il va falloir trouver des mécanismes pour intéresser davantage les Nigériens qui doivent pouvoir chercher les marchandises et puis les facilités qui sont accordées. D'ailleurs, même il y a quelques semaines ou quelques jours, vous auriez pu voir que le Togo a accordé des facilités à ces pays, le Burkina Faso, là, les marchandises qui vont dans ces pays, le Togo a accordé des facilités. Donc quand c'est comme ça, nous sommes sur un terrain économique. Et donc, chacun fait des propositions, présente les offres et les clients viennent si ça les convainc. Donc, aujourd'hui, les facilités que le Bénin peut proposer aux Nigériens dans cette mesure, si ça les convainc, ils vont certainement délaisser le port de Lomé. Mais ce n'est pas gagné d'avance parce que là aussi, les choses sont allées très, 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 très loin. Oui, sauf qu'il y a plus de facilité forcément pour les Nigériens à prendre par le port autonome de Cotonou que de prendre par celui de Lomé. C'est pas vous qui me direz le contraire, Laurent Roland, Toné Nikes. Moi, j'ai déjà démontré que ceux qui pensent que c'est facile pour les Nigériens de passer par ici que de passer par le Burkina Faso. Et pas encore que quand on parle de capacité, quand on parle justement de capacité, d'accord, du port autonome de Cotonou à comparer à celui de Lomé, il n'y a pas. Non, ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de est-ce que là-bas, je suis bien traité, je suis assuré. Oui, c'est pour ça qu'on leur fait les yeux doux maintenant. Oui, justement. Au travail de facilité. Ne parlez pas de capacité. Donc, on est dans les bonnes dispositions. Oui, voilà. Ne parlez pas de capacité, ne parlez pas de distance. Parce que j'ai dit, j'ai un cousin un frère qui est au Niger, qui m'a démontré qu'au niveau du Burkina Faso, il y a un raccourci quelque part qui peut vendre facilement au Niger. Ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ça. Donc, si les facilités qui sont accordées là-bas sont assez importantes qu'ici. De toute façon, si c'était aussi facile que ça, je pense qu'il y a longtemps que les peuples, enfin les Nigériens, les commerçants nigériens. Non, le problème c'est que le problème c'est pas ça. Le problème c'est pas ça. C'est parce que il lui fallu qu'on ait eu cette situation pour que les gens développent cette opportunité, pour se rendre compte que c'est aussi une opportunité qui les arrange. C'est parce qu'il n'y avait pas de situation qui n'avaient peut-être pas fait l'expérience dans une certaine mesure. Revenons rapidement au Bénin avec Daibi Info toujours, négligence ou abandon du patrimoine culturel dans le zoo, le parc archéologique d'Agonguento dans un état de délabrement pitoyable. C'est étonnant, sachant toute l'importance que le gouvernement accorde à la mise en valeur des sites touristiques. Le gouvernement fait ce qu'il peut. On a pu voir que le régime du Patrice Talon travaille véritablement pour la promotion du tourisme au Bénin. On voit les investissements qui sont faits dans le secteur touristique pour le développement de notre tourisme. On voit les initiatives qui sont prises dans une certaine mesure. Mais qu'on ne le veuille pas dans une certaine mesure, un patrimoine culturel dans une commune est d'abord le patrimoine de cette commune. D'accord? Et donc, première personne que moi j'interpelle, c'est la mairie de Boïcon. La mairie de Boïcon. Rufino d'Almeida, quand même. Et quand on parle de le site archéologique d'Agonguento, c'est quand même une mine quand même qu'on peut exploiter et qui peut même apporter des devises à la commune si on fait une bonne communication. Donc, si ce patrimoine est abandonné aujourd'hui, qui ne travaille pas, qui est dans un état de délabrement avancé, il y a matière à se poser des questions. Donc, c'est d'abord Rufino d'Almeida, le maire de Boïcon, que j'interpelle. Et après, maintenant, le ministère du Tourisme et de la Culture qui doit prendre ses responsabilités également, si éventuellement la mairie ne se décide pas. C'est tout ce qu'il faut dire. Allez, Laurent, pour finir, la presse n'aborde pas forcément le sujet ce matin. Enfin, les quotidiens parcourus, le quotidien dont on a parcouru la une, pour être totalement précis. Mais un mot par rapport au Sénégal, quand même, Laurent Roland Toné Nikes, l'actualité, les élections qui devraient finalement se tenir au mois de mars.
Le 24, si je ne m'abuse. Je crois que Mamadou Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, joue bien son rôle pour rappeler Macky Sall. Avec de la cohérence hein, dans la décision. Oui, pour rappeler, et en tout cas, il n'est pas le seul avec les 6 autres sages du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il rappelle Macky Sall à l'ordre dans une certaine mesure. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'on a dit que dans nos pays, que ce soit Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel, c'est les derniers recours. Et les décisions de ces institutions sont sans recours. Et donc, dans une certaine mesure, on doit pouvoir avoir des hommes forts à la tête de ces institutions. Et je crois que Mamadou Badio Camara montre le chemin à tous les présidents du Conseil constitutionnel en Afrique, à tous les présidents du Conseil constitutionnel. Elles ont doté sur ça. Vous avez quelqu'un en ligne de mire? Doté sur ça. D'accord. Badio Camara montre le chemin sur ça, en lui rappelant qu'il ne doit pas faire comme Joseph Diogbenou. Il doit pouvoir marquer son temps pour que l'histoire retienne son nom de façon positive. Parce que ce qui s'est passé, malheureusement, si Diogbenou a connu une certaine débâcle en janvier 2023 à Cotonou, c'est son passé constitutionnel. Parlons du Sénégal. Oui, je donne un exemple. Parlons du Sénégal. On a fini avec le Bénin. Oui, non. Actuellement, on est au Sénégal. Restons au Sénégal, s'il vous plaît. Donc, pour dire, oui, Badio Camara montre le chemin à tous les présidents du Cour constitutionnel ou Conseil constitutionnel en Afrique. Ils ont intérêt à faire ce qu'ils doivent faire pour que les pays restent debout et ne s'en vont pas. Merci à vous, Laurent Roland.